17 janvier 1945. La forêt des Ardennes, Belgique. Le matin se lève, froid et incolore, sur les pins enneigés. Un Panzergrenadier allemand est accroupi derrière le tronc brisé d'un chêne, son souffle formant des nuages blancs dans l'air glacé. Ses mains, enveloppées de laine déchirée, serrent sans l'acier froide de son Panzerfaust. À travers le brouillard qui roule sur l'étendue blanche, il l'entend d'abord, le son grinçant et incessant des moteurs. Pas le rugissement profond et rauque d'un panthère ou le grondement assourdissant d'un tigre. Quelque chose de plus léger, plus nombreux. Le son se multiplie, résonnant à travers la forêt comme un battement de cœur mécanique qui refuse de s'arrêter. Il relève légèrement la tête et les voit émerger de la brume. Des chars Sherman américains, des dizaines, leurs coques vert-olive fendant la neige en colonnes décalées. Ils avancent régulièrement, méthodiquement, leurs chenilles transformant la terre gelée en sillons sombres. Derrière eux, d'autres Shermans, et derrière ceux-là, encore plus. On avait dit aux grenadiers que ces machines étaient inférieures, des cercueils à la peau fine qui brûlaient au premier coup. Ces officiers s'en étaient moqués, les appelant des Ronson et des Tommy Cookers, des briquets qui s'allumaient d'une seule étincelle. Il avait ri de ces blagues dans la chaleur d'une ferme il y a 3 semaines, lorsque la dernière grande offensive du Führer semblait vouée à Anvers. Maintenant, en voyant cette procession d'acier sans fin émerger du brouillard, il ne rit pas. Il compte 12 Shermans dans son champ de vision, et le son suggère des dizaines d'autres au-delà de la lisière des arbres. Son Panzerfaust ne contient qu'un seul tir, un seul char. Derrière lui, quelque part dans les bois gelés, se trouve la carcasse calcinée d'un King Tiger, à court de carburant, abandonné par son équipage 2 jours plus tôt. Le grenadier ajuste sa prise sur l'arme et réalise, avec la clarté qui ne vient qu'au moment de vérité absolue, que la blague n'a jamais porté sur l'épaisseur du blindage, jamais sur la taille du canon. La blague, en fait, était à leurs dépens. Voici l'histoire de la manière dont les équipages de chars et l'infanterie allemand, élevés dans la mythologie de l'acier Krupp et de la supériorité de l'ingénierie teutonique, se sont retrouvés face à quelque chose que leur doctrine n'avait jamais anticipé. Non pas l'invincibilité, mais l'inévitabilité. Le char moyen M4, Sherman n'était pas le meilleur char de la Seconde Guerre mondiale. À presque tous les égards de capacité de combat individuelle, protection blindée, pénétration du canon principal, capacité de survie de l'équipage en engagement direct, il était surclassé par ses homologues allemands. Le Panther se vantait d'un blindage incliné qui pouvait dévier les obus que le Sherman pouvait à peine égratigner. Le canon de 88 mm du Tigre pouvait détruire un Sherman à des distances où le canon de 75 mm du char américain était presque inutile. En combat singulier, dans les conditions idéales d'un terrain ouvert et d'une portée favorable, un char allemand bien positionné pouvait anéantir plusieurs Sherman avant d'être lui-même neutralisé. Les équipages de chars allemands le savaient. Ils en avaient bannoté fait l'expérience en Normandie, où les chemins étroits du bocage devenaient des pièges mortels pour les blindés américains. Ils en avaient été témoins à Mortain, où une poignée de tigres avait tenu tête à des colonnes américaines entières. Les Allemands avaient ri des rapports de renseignement montrant les chiffres de production du Sherman, convaincus qu'aucune quantité ne pourrait compenser la supériorité qualitative de l'ingénierie allemande. Ils avaient été formés dans une tradition militaire qui valorisait la prouesse individuelle, la brillance tactique et l'excellence technique de leurs armes. La force de la Panzer ne représentait pas seulement une armée, c'était l'incarnation d'acier de l'idéologie nationale-socialiste, le triomphe de la volonté supérieure soutenue par une machinerie supérieure. Mais l'idéologie ne peut pas fonctionner avec des réservoirs de carburant vides. Une ingénierie supérieure ne peut pas combattre lorsque les pièces de rechange n'existent que dans des usines qui n'existent plus, dans des villes ensevelies sous les bombes alliées.
À l'hiver 1945, l'armée allemande découvrait que les guerres ne se gagnent pas avec le char au blindage le plus épais ou au canon le plus long. Elles sont gagnées par le char qui peut atteindre le champ de bataille, combattre, être réparé pendant la nuit et combattre à nouveau le lendemain matin. Elles sont gagnées par le char qui arrive en nombre trop important pour être arrêté, soutenu par du carburant qui coule à flot et entretenu par des pièces de rechange, c'est des pièces de rechange qui arrivent par qui arrivent par camion. Le M4 Sherman n'était pas le fruit du hasard de la production industrielle américaine. C'était une philosophie délibérée, manifestée dans l'acier et l'essence. Lorsque le département de l'artillerie de l'armée des États-Unis a commencé à concevoir ce qui allait devenir le M4 en 1941, ils n'avaient pas l'intention de construire le char le plus lourdement blindé ou le plus puissamment armé du monde. Ils avaient l'intention de construire un char qui pourrait être fabriqué par dizaines de milliers, expédié à travers les océans, entretenu sur le terrain avec un minimum de formation, et maintenu en marche dans des conditions qui paralyseraient des machines plus sophistiquées. Ils ont conçu un char pour la guerre totale, un conflit où la victoire appartiendrait non pas au camp possédant les meilleures armes individuelles, mais à celui qui pourrait produire, déployer et maintenir plus d'armes que l'ennemi ne pourrait en détruire. Le design du Sherman reflétait la pensée industrielle américaine à tous les niveaux. Sa construction de coques soudées pouvait être produite en masse dans des usines qui n'avaient jamais construit de chars auparavant. Les usines automobiles, les ateliers de locomotives, même les fabricants d'équipements agricoles. Son moteur d'avion radial Wright Continental R965 était puissant, fiable et déjà en production de masse pour d'autres applications militaires. Lorsque ce moteur s'est avéré insuffisant, les ingénieurs américains ont simplement adapté le General Motors 646 BI Diesel, ou le Chrysler A57 Multibank, ou le Ford GAA V8. 5 moteurs différents, tous interchangeables, tous disponibles en vaste quantité. Les chars allemands, en revanche, étaient construits autour de moteurs conçus spécifiquement, qui nécessitaient des connaissances spécialisées pour leur entretien et ne pouvaient être fabriqués que dans des installations spécifiques. Le système de suspension du Sherman utilisait des bogies à ressorts hélicoïdaux verticaux, une conception simple et robuste, qui pouvait être réparée par des mécaniciens avec des outils de base, les Timbals. Sa transmission était accessible par une trappe dans le glacis frontal, permettant un remplacement sur le terrain sans démonter la tourelle. Ses chenilles étaient équipées de patins en caoutchouc, réduisant l'usure sur les surfaces routières et prolongeant l'autonomie opérationnelle. Chaque élément de la conception privilégiait la maintenabilité, la fiabilité et la facilité de production par rapport aux performances maximales théoriques. Les Allemands, considérant ces choix de conception à travers le prisme de leur propre tradition d'ingénierie, y voyaient une preuve d'infériorité. Ils voyaient un char avec un blindage relativement mince, 50 mm sur le glacis frontal, moins de la moitié de la protection d'un Panther. Ils voyaient un canon de 75 mm qui peinait à pénétrer frontalement les chars lourds allemands. Ils voyaient une silhouette haute et anguleuse qui en faisait une cible facile. Ce qu'ils ne voyaient pas, ne pouvaient pas voir à travers le brouillard de leurs propres suppositions, c'est que la vraie force du Sherman n'avait rien à voir avec une caractéristique individuelle. Sa force résidait dans le fait que pour chaque Sherman qu'il détruisait, 3 autres arrivaient pour le remplacer. Sa force résidait dans le fait qu'un Sherman endommagé pouvait être récupéré, réparé et remis en action en quelques jours, tandis qu'un Panther endommagé pouvait rester immobilisé pendant des semaines en attendant des pièces qui ne viendraient jamais. Sa force résidait dans le fait que les équipages de chars américains savaient que derrière eux s'étendait une chaîne d'approvisionnement ininterrompue. Des camions de carburant qui arrivaient à l'heure, des munitions qui ne manquaient jamais, des moteurs de rechange attendant dans des tentes de dépôt à quelques kilomètres seulement du front. L'hiver 1944-1945 a révélé cette réalité avec une clarté brutale. Lorsque Hitler a lancé l'opération Wacht am Rhein, l'offensive des Ardennes que l'histoire retient sous le nom de bataille des Ardennes,
Il a engagé les dernières réserves stratégiques de la Wehrmacht dans un pari désespéré. 3 armées Panzer entières, y compris les formations blindées allemandes les plus puissantes encore présentes à l'ouest, ont percuté les lignes américaines le 16 décembre. L'assaut initial a créé la surprise tactique et a permis des gains significatifs. Les colonnes de chars allemandes ont pénétré profondément dans les positions américaines, en submergeant des unités entières et en créant le chaos dans les zones arrières américaines. Mais en quelques jours, l'offensive a commencé à faiblir, et la raison n'avait rien à voir avec la supériorité tactique américaine. Tout était une question d'essence. Le plan allemand comptait sur la capture de dépôts de carburant américains pour soutenir l'avance. Lorsque les ingénieurs américains ont détruit ces dépôts avant qu'ils ne puissent être capturés, les chars allemands ont commencé à manquer de carburant. Les Panthers et les Tigres, les véhicules de combat les plus redoutés sur le champ de bataille, ont été abandonnés par leurs équipages, non pas parce qu'ils avaient été détruits au combat, mais parce qu'ils ne pouvaient plus avancer d'1 kilomètre. Le jour de Noël, des formations blindées allemandes entières étaient immobilisées dans des villages belges, leurs réservoirs de carburant vides, leurs équipages regardant impuissants les Shermans américains passer au loin. Un commandant de Panzer, l'Oberleutnant Richard von Rosen de la 2e division Panzer, a écrit dans son journal le 24 décembre. « Nous avons compté 47 chars ennemis se déplaçant sur la route vers le nord. Nous avons du carburant pour peut-être 10 kilomètres. Nos canons sont intacts, nos munitions sont adéquates, notre équipage est prêt. Mais nous ne pouvons pas atteindre l'ennemi. Nous ne pouvons pas poursuivre. Nous ne pouvons pas battre en retraite. Nous restons assis ici et les regardons passer comme des spectateurs à une parade. Ce n'est pas ainsi que meurent les guerriers. » La honte contenue dans ces mots est plus profonde que tout récit de défaite sur le champ de bataille. Von Rosen et son équipage n'ont pas été vaincus par des tactiques américaines supérieures ou de meilleurs chars américains. Ils ont été vaincus par quelque chose de plus fondamental, par un ennemi dont la chaîne d'approvisionnement fonctionnait, dont le réseau logistique s'étendait sans interruption des usines de Detroit et Cleveland aux champs enneigés de Belgique. Ils ont été vaincus par un ennemi qui considérait les chars non pas comme des champions individuels, choyés et à préserver, mais comme des produits industriels à produire, consommer et remplacer selon les besoins. Au fur et à mesure que l'offensive des Ardennes s'effondrait et que les forces américaines lançaient de leur contre-attaque, les soldats allemands ont été témoins de quelque chose qui contredisait tout ce qu'on leur avait enseigné sur la guerre blindée. Ils ont vu des unités de chars américaines qui avaient subi de lourdes pertes au combat se reconstituer du jour au lendemain. Un rapport d'infanterie allemand du début de janvier 1945 notait avec stupéfaction: « Le bataillon de chars ennemis que nous avons engagé le 3 a été réduit à 11 véhicules opérationnels le soir. » Les renseignements ont confirmé ce décompte par observation. Le matin du 4, la même unité est apparue avec 27 chars. Le matin du 5, elle en comptait 31. Il n'est pas clair s'il s'agit de renforts ou d'une forme de capacité de réparation rapide que nous ne comprenons pas. Ce que les Allemands ne comprenaient pas, c'est que derrière chaque division blindée américaine se trouvait un réseau de maintenance élaboré, conçu spécifiquement pour maintenir les Sherman en état de marche. Chaque division blindée comprenait un bataillon de maintenance équipé de véhicules de dépannage, d'ateliers-tas de réparation mobile et de vastes stocks de pièces de rechange. Lorsqu'un Sherman était désactivé, il était récupéré par un véhicule de dépannage de chars M32, essentiellement une dépanneuse blindée construite sur un châssis de Sherman et remorquée jusqu'à un point de rassemblement. Là, les équipes de maintenance évaluaient les dégâts. Si le char pouvait être réparé sur le terrain, il l'était. S'il nécessitait un travail plus approfondi, il était évacué vers un dépôt à l'arrière où des installations plus sophistiquées existaient. La beauté de ce système résidait dans sa redondance et sa flexibilité. Un Sherman avec une transmission endommagée
pouvait voir sa transmission remplacée par une unité de rechange en quelques heures. Un char avec une chenille cassée pouvait être de retour au combat avant la tombée de la nuit. Même les chars ayant subi des dégâts catastrophiques, des véhicules que les Allemands auraient considérés comme des pertes totales, pouvaient être cannibalisés pour fournir des pièces et maintenir d'autres Shermans en marche. Le système de maintenance américain considérait les chars comme tout autre équipement, réparable, remplaçable et finalement sacrifiable au service de l'objectif global. La maintenance des chars allemands, par contraste, restait ancrée dans une tradition artisanale. Chaque Panther ou Tiger était traité presque comme une création unique, nécessitant des spécialistes familiers avec ses particularités et ses caprices. Les réparations prenaient plus de temps, exigeaient plus de compétences et dépendaient de sa pièces fabriquées dans des installations spécifiques. À mesure que ces installations étaient détruites par les bombardements alliés et envahies par les armées en progression, les pièces de rechange se sont taries. Dans les derniers émois de la guerre, les unités de chars allemandes cannibalisaient plusieurs véhicules endommagés pour maintenir un seul char opérationnel. Des Panthers restaient immobilisés, non pas parce qu'ils étaient détruits, mais parce qu'ils avaient seulement besoin d'une seule pièce de rechange introuvable dans la chaîne d'approvisionnement. Le contraste est devenu encore plus frappant dans le domaine de la formation et du remplacement des équipages. Les équipages de chars américains étaient formés selon des méthodes standardisées dans des installations aux États-Unis avant d'être envoyés en Europe. La formation mettait l'accent sur la coordination de l'équipage, le tir de base et la maintenance du véhicule. Elle n'était ni prestigieuse ni particulièrement sophistiquée, mais elle produisait des équipages de chars capables de manœuvrer leurs véhicules avec compétence et de les maintenir en état de marche. Lorsque des pertes survenaient, les équipages de remplacement arrivaient en quelques jours ou semaines, déjà formés sur le même équipement et familiarisés avec les mêmes procédures. L'entraînement des chars allemands, surtout à la fin de 1944, avait sombré dans le chaos. Le Reich n'avait plus le carburant nécessaire pour former correctement les équipages. Les nouveaux conducteurs ne recevaient qu'une poignée d'heures aux commandes avant d'être envoyés au front. Les tireurs s'entraînaient avec des munitions limitées. La Wehrmacht jetait des équipages partiellement formés au combat parce qu'elle n'avait pas d'alternative, et ces équipages étaient censés apprendre sur le tas. S'ils survivaient assez longtemps, la disparité de la qualité de l'entraînement se manifestait dans l'efficacité au combat. Les équipages de chars américains n'étaient peut-être pas individuellement supérieurs à leurs homologues allemands, mais ils étaient constamment compétents. Et la constance compte plus que l'excellence occasionnelle lorsque vous alignez des milliers de chars. Il y eut un moment, fin janvier 1945, où le mythe de la supériorité technique allemande s'est finalement effondré pour le simple soldat allemand. Les forces américaines avaient lancé leur offensive en Allemagne même, traversant la rivière Ruhr et progressant vers le Rhin. Un régiment de Volksgrenadiers allemands se retrouva face à un commandement de combat blindé américain, une formation interarmes construite autour d'un bataillon de chars Sherman. Les Allemands avaient préparé une position défensive dans les ruines d'une petite ville, avec des équipes équipées de Panzerfaust positionnées dans les bâtiments et un seul char Panther opérationnel caché dans une grange. L'attaque américaine commença à l'aube par un barrage d'artillerie qui dura 15 minutes. Puis les Sherman arrivèrent, appuyés par l'infanterie à bord de semi-chenillés. Le Panther allemand mit hors de combat les 2 premiers Sherman avec des tirs précis à moyenne portée. Les chars américains restants déployèrent immédiatement de la fumée et se retirèrent à couvert. Les équipages allemands s'accordèrent un moment de satisfaction. Ils avaient repoussé l'ennemi avec des pertes minimes. Ils avaient prouvé, une fois de plus, la supériorité de leur équipement. 15 minutes plus tard, les Sherman revinrent, mais cette fois, ils s'approchèrent simultanément de 3 directions différentes. Le Panther,
incapable d'engager plusieurs menaces, fut forcé de se repositionner. Tandis qu'il se déplaçait, l'artillerie américaine commença à tirer des obus fumigènes autour de lui, obscurcissant sa vision. Les Sherman avancèrent sous le couvert de la fumée, utilisant leur nombre et leur mobilité supérieure pour prendre la position allemande par le flanc. En moins d'une heure, le Panther fut détruit, non pas lors d'un combat héroïque singulier, mais par l'application systématique et coordonnée d'une force écrasante. Mais ce qui s'est passé ensuite a été ce qui a brisé les défenseurs allemands. Ils s'attendaient à ce que les Américains s'arrêtent, consolident leur position, attendent des renforts. Au lieu de cela, les Sherman ont continué à arriver. Plus de chars sont apparus, et d'autres encore derrière eux. Les Américains ne se sont pas arrêtés pour compter leurs pertes ou célébrer leur victoire. Ils ont simplement poursuivi l'attaque comme si la destruction d'un Panther était une affaire de routine, à peine digne d'être notée. Dans l'après-midi, la ville était tombée, et les survivants allemands se sont retrouvés à marcher vers la captivité devant une colonne de Shermans qui semblait sans fin. Un officier allemand capturé, s'adressant aux interrogateurs américains en février 1945, a tenté d'expliquer ce qu'avait été cette expérience. On nous disait que vous ne pouviez pas remplacer vos pertes. On nous disait que votre production était tendue, que vos lignes de ravitaillement étaient dépassées. Nous avons détruit vos chars et nous pensions que nous étions en train de gagner. Puis nous avons vu plus de chars, toujours plus de chars. C'était comme combattre l'océan. Vous détruisez une vague et une autre arrive, et une autre, et une autre. Vous ne pouvez pas vaincre un océan. Vous ne pouvez que vous y noyer. Cette métaphore, l'océan de la production américaine, est devenue un thème récurrent dans les récits allemands des derniers mois de la guerre. Elle représentait non seulement la quantité d'équipements américains, mais aussi l'impact psychologique de faire face à un ennemi dont les ressources matérielles semblaient véritablement illimitées. Les soldats allemands avaient été élevés dans une société qui célébrait l'héroïsme individuel, la brio tactique et l'excellence technique. Ils croyaient qu'une volonté supérieure et des armes supérieures pouvaient surmonter un désavantage matériel. Le char Sherman, apparaissant encore et encore en des nombres qui n'avaient aucun sens tactique, a sapé toute cette vision du monde. La fiabilité du Sherman, la caractéristique que les tankistes allemands avaient moquée comme étant sans importance, est devenue un symbole de tout ce que le Reich avait perdu. Chaque Sherman qui défilait devant un Panther en panne était un rappel que l'industrie allemande ne pouvait plus soutenir ses armées. Chaque char américain qui retournait au combat après avoir été réparé en une nuit était la preuve que la prétendue expertise technique allemande ne signifiait rien lorsque les usines ne pouvaient pas livrer de pièces de rechange. Chaque colonne de Shermans frais arrivant au front était la preuve que les États-Unis possédaient quelque chose que l'Allemagne ne pourrait jamais égaler. Une base industrielle qui traitait la guerre comme un problème de production et de logistique plutôt que de combat héroïque. Les spécifications techniques racontaient une partie de cette histoire. Entre juillet 1940 et juillet 1945, les usines américaines ont produit 49 de 254 chars Sherman en divers modèles. Cela représentait environ 40% de toute la production de chars alliés pendant la guerre. Par contraste, l'Allemagne a produit environ 6000 chars Panther et 347 Tigers de tous types entre 1942 et 1945. La disparité numérique était stupéfiante, mais même ces chiffres sous-estimaient le véritable déséquilibre. La production américaine était géographiquement dispersée sur un continent qui n'a jamais connu de bombardement ennemi. La production allemande était concentrée dans des centres urbains qui étaient systématiquement détruits par les raids aériens alliés. Mais la fiabilité n'était pas seulement une question de chiffres. C'était une question de ce que ces chiffres représentaient.
Un char Sherman avait un taux de disponibilité opérationnelle, le pourcentage de véhicules disponibles pour le combat à un moment donné, d'environ 85 à 90% dans les unités bien approvisionnées. Les Slingshars allemands, en particulier les modèles ultérieurs comme le Panther, avaient souvent des taux de disponibilité opérationnelle inférieurs à 50%. Cela signifiait qu'une division blindée allemande, avec 200 chars sur le papier, pouvait aligner 90 véhicules opérationnels, tandis qu'une division blindée américaine, avec 200 Sherman sur le papier, pouvait en aligner 170. Dans un combat soutenu, cette différence s'accumulait quotidiennement. Considérez la réalité mécanique. Le moteur Continental R975 d'un Sherman avait une durée moyenne entre les pannes d'environ 1000 à 1200 miles dans des conditions de combat. Le moteur Maybach HL230 du Panther, en particulier dans les premiers modèles de production, nécessitait souvent une maintenance majeure, tous les 150 à 200 miles. Le réducteur final du Panther, l'engrenage qui transférait la puissance du moteur aux chenilles, était chroniquement sous-dimensionné pour le poids du char et tombait fréquemment en panne. Les registres de maintenance allemands de 1944 montrent que Benjamin montrent que les pannes de réducteur final étaient responsables de plus de pertes non combattantes de Panther que tous les autres problèmes mécaniques combinés. Ce n'étaient pas des statistiques abstraites. Elles représentaient de la réalité vécue des équipages de chars des deux côtés. Un équipage de Sherman américain savait que s'il poussait son char à fond pendant une journée de combat, il démarrerait probablement le lendemain matin. Un équipage de Panther allemand savait que chaque kilomètre parcouru pourrait être le dernier avant la panne, et qu'une panne en territoire ennemi signifiait l'abandon de leur véhicule. Cette connaissance affectait tout: les décisions tactiques, la planification stratégique, le moral de l'équipage. Il y avait un objet symbolique qui revenait dans les opérations blindées américaines, visible sur d'innombrables photographies du théâtre européen, le jerrycan. Ce bidon de carburant de 5 gallons, ironiquement de conception allemande mais produit en masse par les Américains, représentait tout ce que le Sherman incarnait. Il était simple, standardisé, empilable et fiable. Les camions de ravitaillement américains s'en transportaient des milliers, assurant que le carburant était toujours disponible au front. Les forces allemandes, par contre, recouraient souvent à l'utilisation de bidons de carburant alliés capturés, car leur propre conception était inférieure et en nombre insuffisant. Le jerrycan est devenu un emblème non officiel de la logistique américaine. Les soldats allemands ont appris à reconnaître les positions américaines par les rangées de jerrycans empilées près des points de ravitaillement. Ils ont appris que là où les jerrycans apparaissaient en quantité, les chars américains ne tarderaient pas à suivre, car les Américains ne déplaçaient jamais leurs blindés sans s'assurer d'un approvisionnement suffisant en carburant. La vue de ces conteneurs distinctifs, chacun poinçonné de « US » en peinture blanche, est devenu associé à l'inévitabilité de l'avancée américaine. On pouvait détruire les chars américains, mais on ne pouvait pas détruire l'infrastructure qui les maintenait ravitaillés, armés et en mouvement. Alors que la guerre s'acheminait vers sa conclusion au printemps 1945, les forces allemandes se sont retrouvées à défendre le cœur du Reich avec un équipement de plus en plus incapable de fonctionner. Les divisions blindées autrefois puissantes, réduites à des collections de véhicules immobilisés et d'équipages découragés, ont vu les Shermans américains défiler devant elles en Allemagne. L'impact psychologique était profond. C'étaient des soldats qui avaient conquis la majeure partie de l'Europe entre 1939 et 1941, qui s'étaient crus partie prenante d'un mouvement historique destiné à remodeler le monde. Maintenant, ils se trouvaient dans des chars désactivés, sans carburant ni munitions, regardant leurs conquérants passer dans des véhicules qu'ils avaient autrefois considérés comme inférieurs. Les dernières batailles de la guerre en Europe ont vu les défenseurs allemands tenter d'arrêter les blindés américains avec des armes allant du sophistiqué au désespéré. Les chars allemands restants
combattaient depuis des positions statiques, incapables de manœuvrer par manque de carburant. L'infanterie utilisait des Panzerfaust et des mines magnétiques, des armes qui pouvaient détruire un Sherman, mais ne pouvaient arrêter l'avancée d'une centaine de Shermans. En avril 1945, les rapports de situation allemands notaient régulièrement la destruction de blindés américains, mais toujours avec l'addenda résignée selon laquelle des véhicules de remplacement apparaissaient en quelques heures. Le 15 avril 1945, une colonne blindée américaine a traversé l'Elbe à Magdebourg. Parmi les défenseurs allemands se trouvait un commandant de Panzer vétéran qui avait combattu en France en 1940, en Russie en 1941 et 1942 et en Normandie en 1944. Son unité avait commencé la guerre avec des Panzertruhe. Ils étaient bien passés aux Panthers en 1943. Maintenant, dans les derniers jours de la guerre, son unique véhicule opérationnel restant était un T-34 soviétique capturé, fonctionnant avec du carburant pompé sur des camions abandonnés et tirant des munitions récupérées sur des véhicules allemands détruits. Lorsque les Sherman américains sont apparus de l'autre côté de la rivière, il a ordonné à son équipage de ne pas se tirer. La bataille était inutile. La guerre était perdue. Mais il est resté dans sa coupole et a regardé les chars américains traverser. Plus tard, il a raconté aux interrogateurs ce qu'il avait ressenti à cet instant. « J'ai enfin compris. Nous avions construit de meilleurs chars. Nous avions formé de meilleurs équipages. Nous avions remporté les victoires tactiques. Mais eux, ils avaient tenté bâti un système que l'on ne pouvait pas vaincre. Les Shermans n'étaient bien pas de meilleurs chars. Ils étaient une meilleure Amérique. Chacun d'eux représentait une usine qui tenait encore debout, une chaîne d'approvisionnement qui fonctionnait toujours, une nation qui pouvait encore produire. Nos chars représentaient ce que nous avions été. Les leurs représentaient ce qu'ils étaient. C'était ça, la guerre. Les statistiques sur la fiabilité des Shermans racontaient une histoire qui dépassait l'ingénierie mécanique. C'était l'histoire de philosophie de guerre contrastée, d'une collision entre la modernité industrielle et la tradition martiale. Entre juin 1944 et mai 1945, les divisions blindées américaines en Europe ont rapporté qu'environ 70% des chars Sherman, mis hors de combat, étaient remis en état de marche en moins de 48 heures. Beaucoup étaient réparés et de nouveau au combat en moins de 24 heures. Ce n'était pas parce que les chars Sherman étaient invulnérables. Ils étaient manifestement vulnérables aux armes anti-chars allemandes, mais parce que le système militaro-industriel américain avait été conçu dès le départ avec la réparation et le remplacement comme éléments centraux. Les forces allemandes, confrontées aux mêmes défis, manquaient de ressources pour mettre en œuvre des solutions similaires. Un Panther ou un Tiger endommagé avait souvent plus de valeur comme donneur de pièces que comme véhicule à réparer. Début 1945, les équipages de chars allemands devaient tâter parfois attendre des semaines ou des mois pour des véhicules de remplacement, et lorsque ces remplacements arrivaient, ils étaient souvent accompagnés d'équipages inexpérimentés et de munitions minimales. Le contraste avec les opérations américaines était total. Les bataillons de chars américains qui subissaient de lourdes pertes une semaine étaient de retour à quasiment pleine puissance la semaine suivante, avec des chars de remplacement expédiés des dépôts arrière et des équipages de remplacement transférés des centres d'entraînement aux États-Unis. Cette disparité s'étendait même aux articles de maintenance de base. Les équipages de chars américains avaient accès à des lubrifiants, des produits de nettoyage et des pièces de rechange de manière routinière. Les équipages allemands devaient parfois improviser, en utilisant des lubrifiants inappropriés, en fabriquant des pièces de rechange de fortune, en cannibalisant des véhicules civils pour obtenir des composants utilisables. L'effet cumulatif de ces petites privations était une érosion constante de l'efficacité au combat. Un char Panther fonctionnant avec un grade de fluide de transmission incorrect, ou avec des goupilles de chenilles improvisées, ou avec des munitions insuffisantes,
n'était pas l'arme redoutable que ses concepteurs avaient imaginée. La transformation des attitudes allemandes envers le Sherman n'a jamais été officiellement reconnue, mais elle imprégnait les témoignages directs et les rapports de situation. Les documents du début de la guerre décrivaient les chars américains avec mépris ou dédain. Fin 1944, ce ton avait évolué vers un respect circonspect. Début 1945, il était devenu quelque chose s'approchant du désespoir. Les commandants allemands ont cessé de compter les chars américains détruits et ont commencé à compter le nombre d'heures pendant lesquelles ils pouvaient retarder l'avance américaine. La question n'était plus de savoir si les Shermans pouvaient être arrêtés, mais combien de temps les forces allemandes pouvaient tenir avant d'être submergées. Cette transformation n'était pas universelle. Les national-socialistes irréductibles continuaient d'insister sur le fait que la volonté et la technologie allemande supérieure prévaudraient même lorsque les Sherman américains traversaient les rues allemandes. Mais parmi les soldats qui combattaient réellement, parmi les équipages de chars et l'infanterie qui faisaient face quotidiennement aux blindés américains, un réalisme sombre s'était imposé. Le Sherman était devenu un symbole non seulement de la supériorité matérielle américaine, mais aussi de l'inutilité de la résistance allemande. On pouvait détruire 10 Shermans, ça ne changeait rien. 20 autres arriveraient le lendemain. Un incident, jamais formellement documenté mais rapporté dans plusieurs mémoires, concerne un commandant de chars allemand qui a rendu toute son unité à une colonne blindée américaine en avril 1945. Ses chars étaient opérationnels. Ses équipages étaient compétents. Sa position était défendable. Mais lorsqu'il a vu les Shermans américains approcher en une colonne qui s'étirait à perte de vue, il a ordonné à ses hommes de désactiver leurs véhicules et de lever des drapeaux blancs. Lorsque des officiers américains lui ont demandé pourquoi il s'était rendu sans combattre, il aurait répondu « Parce que vous avez déjà gagné. Vous avez gagné quand vous avez construit le 10 millième char. Vous avez gagné quand vous avez construit le 20 millième. Nous nous battons contre l'histoire maintenant, pas contre une armée. L'histoire ne peut pas être vaincue avec un canon de 88 mm. » C'était la vérité ultime à laquelle les forces allemandes ont été confrontées en 1945. Le char Sherman, avec toutes ses limitations techniques et ses vulnérabilités tactiques, représentait quelque chose que la pensée militaire allemande n'avait jamais pleinement saisi: l'application de la pensée de l'ère industrielle à la guerre. Les Allemands avaient construit des armes pour les guerriers. Les Américains avaient construit des armes pour que les usines les produisent et que les mécaniciens les entretiennent. Les Allemands avaient optimisé pour l'excellence individuelle au combat. Les Américains avaient optimisé pour l'efficacité systémique. Dans une longue guerre d'usure, le système l'emportait toujours sur l'excellence. L'ironie, visible rétrospectivement, était que l'industrie allemande avait brièvement saisi ce principe au début de la guerre. Les Panzer III et IV, les bêtes de somme des premières campagnes de la Blitzkrieg, étaient des chars relativement simples, faciles à produire et à entretenir. Ils ont réussi grâce au nombre, à la coordination et au rythme opérationnel, plutôt qu'à une supériorité technique. Mais à mesure que la guerre progressait et que l'Allemagne se retrouvait face à des ennemis dotés d'une plus grande capacité industrielle, la conception des chars allemands s'est orientée vers la complexité et la puissance individuelle. Le Panther et le Tiger étaient de magnifiques pièces d'ingénierie. Mais ils étaient aussi les symptômes d'une culture militaire qui ne pouvait pas accepter les implications de la guerre industrielle. Les États-Unis, par contraste, ont pleinement adopté ces implications. Le Sherman a été conçu par des comités, construit dans des usines automobiles converties et améliorées progressivement grâce à la production de masse. Il n'a jamais été le fruit d'un ingénieur visionnaire unique ou d'une philosophie de conception révolutionnaire. C'était le produit d'un système qui valorisait la fiabilité plutôt que l'éclat, la disponibilité plutôt que la supériorité et la persévérance plutôt que l'héroïsme. C'est ce système qui a gagné la guerre. Au bout du compte, la fiabilité du Sherman
n'était pas seulement une caractéristique technique. C'était une arme stratégique aussi dévastatrice que n'importe quel canon ou plaque de blindage. Chaque Sherman qui continuait de fonctionner après la panne d'un char allemand représentait un avantage tactique. Chaque Sherman qui pouvait être réparé sur le terrain et remis au combat en quelques heures représentait un avantage opérationnel. Chaque nouveau Sherman qui sortait d'une chaîne de production à Détroit ou Cleveland, prêt à être expédié outre-mer et propulsé au combat, représentait un avantage stratégique que l'Allemagne ne pouvait jamais égaler. Les soldats allemands qui se moquaient du blindage fin du Sherman en 1944 ne riaient plus en 1945. Ils se rendaient à ces mêmes Sherman ou les fuyaient ou mouraient sous leurs chenilles. Ils avaient appris à un coup terrible que les guerres ne sont pas gagnées par le camp disposant des meilleures armes. Les guerres sont gagnées par le camp qui peut mettre des armes adéquates entre les mains de ses soldats de manière constante, continue et en nombres écrasants. Ils avaient appris que la fiabilité, cette vertu peu glorieuse qu'ils avaient raillée, valait plus que tout le blindage incliné et les canons à grande vitesse du Reich. L'héritage de cette révélation s'est étendu bien au-delà du contexte immédiat de la Seconde Guerre mondiale. Le succès du Sherman a validé une approche particulière de l'équipement militaire, une approche qui priorisait la logistique, la maintenabilité et la production de masse sur la performance individuelle. Cette philosophie allait modeler l'approvisionnement militaire américain pendant des décennies, parfois judicieusement, parfois de manière désastreuse. Mais son principe fondamental restait valide. Dans la guerre moderne, l'arme qui peut être déployée est meilleure que l'arme qui ne le peut pas, et l'arme qui peut être maintenue en fonctionnement est meilleure que l'arme qui ne peut pas être réparée. Pour les soldats allemands qui ont fait face à cette réalité dans les derniers mois de la guerre, la leçon fut amère. Ils avaient été élevés dans une culture qui célébrait la qualité, l'artisanat et l'excellence individuelle. On leur avait dit que ces vertus apporteraient la victoire. Au lieu de cela, elles ont apporté la défaite aux mains d'un ennemi qui valorisait des vertus différentes, qui comprenait la guerre selon des termes qu'on leur avait appris à mépriser. Le char Sherman, qui grondait à travers les villes allemandes au printemps 1945, n'était pas seulement un véhicule militaire. C'était le héros d'un monde nouveau, un monde où leurs vieilles certitudes n'avaient plus cours. En fin de compte, l'histoire de la fiabilité du Sherman est l'histoire du prix des suppositions. Les Allemands supposaient que la supériorité technique l'emporterait sur l'inconvénient matériel. Ils supposaient qu'un plus petit nombre de meilleurs chars pouvait vaincre un plus grand nombre de chars inférieurs. Ils supposaient que leur tradition d'excellence en ingénierie assurerait la victoire. Chacune de ces suppositions s'est avérée fausse, non pas parce qu'elles étaient absurdes en soi, mais parce qu'elles n'avaient pas tenu compte de la nature de la guerre totale à l'ère industrielle. Les Américains ont compris, peut-être plus instinctivement que philosophiquement, que la guerre moderne était fondamentalement un problème de production et de logistique. Le meilleur char n'était pas celui avec le blindage le plus épais ou le plus gros canon. Le meilleur char était celui qui existait en nombre suffisant, qui pouvait être approvisionné en carburant et en munitions, qui pouvait être entretenu sur le terrain et qui pouvait être remplacé lorsqu'il était détruit. Le Sherman incarnait cette compréhension dans chaque soudure et chaque composant standardisé. Ce n'était pas un char brillant, c'était un char adéquat, produit en des quantités qui rendaient de l'éclat superflu. Alors que les dernières armées allemandes se rendaient en mai 1945, des milliers de chars Sherman restaient à l'arrêt à travers l'Europe, leurs moteurs silencieux, leurs canons froids. Derrière eux, dans des usines à travers les États-Unis, les chaînes de production continuaient de fonctionner, produisant encore plus de Shermans qui ne verraient jamais le combat. La guerre était finie, mais la machine qui l'avait gagnée, le vaste complexe industriel capable de produire des chars plus vite qu'ils ne pouvaient être détruits, continuait de bourdonner d'énergie. C'était une machine bâtie sur le principe que la quantité, la qualité et la fiabilité
travaillant de concert, étaient plus puissantes que n'importe quelle vertu isolée. Les soldats allemands qui s'étaient sans et moqués du blindage du Sherman en 1944, qui avaient ri de son canon et de son profil, ne riaient plus. Certains étaient morts, certains étaient prisonniers, certains rentraient chez eux à travers un Reich détruit, longeant les carcasses calcinées de Panthers et de Tigers abandonnés, faute de carburant. Ils passaient devant des dépôts de ravitaillement américains où les bidons d'essence s'empilaient en montagne, devant des ateliers de réparation où des Shermans endommagés étaient remis en état de marche, devant des colonnes de nouveaux Sherman qui avançaient même s'il n'y avait plus de front vers lequel se diriger. Et si l'un d'eux s'arrêtait pour réfléchir à ce qu'il avait vu, il aurait pu comprendre que la plus grande victoire du Sherman n'était pas une bataille qu'il avait gagnée, mais le simple fait qu'il était toujours là, toujours en marche, toujours en mouvement, toujours prêt à combattre un autre jour. Dans une guerre où l'attrition était le destin, cette fiabilité valait plus que toute l'ingénierie sophistiquée du monde. Elle valait plus que le blindage. Elle valait plus que la puissance de feu. Elle valait, au final, plus que le Reich lui-même. Une leçon s'est inscrite en lettres d'acier et d'essence sur le paysage d'une Europe dévastée. Celui qui peut continuer à se battre finira par vaincre celui qui ne le peut pas, peu importe l'ardeur ou l'efficacité de son combat, tant qu'il y est en mesure. Le char Sherman n'a pas gagné la guerre parce qu'il était invincible. Il l'a gagné parce qu'il était inévitable. Et cette inévitabilité, née de la puissance industrielle américaine et soutenue par des vertus peu glorieuses comme la fiabilité et la facilité d'entretien, s'est avérée être l'arme la plus puissante de toutes.